Donc, je vais vous parler de travaux en fait, que je mène depuis assez longtemps, avec tout un groupe d'amis que j'ai écrit en dessous. Donc, ici, il y a Marc Pégon, qui est mon étudiant en ce moment, à Paris 7, Adriano Pisante, qui est à Rome La Sapienza, Yannick Cyr, qui est à Hopkins, Kelly Wang, qui est à Wuhan University, et Wei Yu, qui est à Columbia. Donc, je vais plus vous raconter un petit peu une histoire. Donc, je m'excuse, je n'ai pas mis de théorème encadré, etc. Je vais plus vous raconter tout un ensemble de résultats. Donc, l'exposé que je vais vous faire, en fait, bon, je l'ai découpé en 4 parties. Donc, j'ai pensé que c'était intéressant d'abord de rappeler des choses très classiques sur les applications harmoniques à valeur dans une variété. Et donc, pour introduire le problème, que j'appelle application harmonique fractionnaire, donc toujours à valeur dans une variété. Et donc, je vous les présenterai ici dans cette deuxième partie. Et dans les troisième et quatrième parties, dans la troisième, je vais regarder un cas particulier, qui sont ce que j'appelle les applications à demi harmoniques. Et dans la quatrième partie, un autre type que j'appelle les applications S harmoniques, où S sera un paramètre entre 0 et 1,5. Donc, dans tout le cadre de l'exposé, N, c'est une sous-variété de RD que je suppose régulière, compacte, sans bord. Et l'exemple principal que je considérais, c'est lorsque la variété N est une sphère. Et donc, ce sera une équation qui sera posée sur un domaine oméga de Rn, borné, régulier, en dimension quelconque, supérieure ou égale à 1. Bien. Donc, qu'est-ce que c'est que ces applications harmoniques, donc au sens classique? Donc, on dit qu'une application U du domaine oméga à valeur dans la variété N est harmonique au sens faible si c'est un point critique contraint, donc sous la contrainte d'être à valeur dans N, de l'énergie de Dirichlet intégrale de gradient U carré. Donc comment est-ce qu'on prend les points critiques ici? C'est simplement, je fais une variation de la forme U plus T phi, où phi est une fonction infinie à support compact. Alors peut-être qu'on sort de la contrainte variété. Donc ici, je reprojette. Ici, ce que j'indique par πn, c'est simplement la projection au point le plus proche, qui est définie dans un petit voisinage de la variété. Donc comme phi est lisse, pour t assez petit, cette chose-là est bien définie. Et je demande à ce que la dérivée en t égale 0 de cette déformation vous donne 0. Bien. Donc il y a une équation de Lagrange, bien sûr, qui est issue de cette condition, qui est valide dans oméga, qui vous dit que le Laplacien de U doit être orthogonal au plan tangent en U à la variété N. Donc c'est quelque chose de ponctuel. Donc ça paraît un petit peu sous-déterminé, cette équation, mais en fait, vous pouvez calculer le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte d'être à valeur dans la variété, et vous obtenez l'équation qui est ici, moins Laplacien U égale AU grad U, où AU ici est la seconde forme fondamentale de la variété N. Donc, dans le cas où la variété est une sphère, l'équation n'est pas très compliquée, vous obtenez simplement que moins Laplacien U est égal à gradient U carré U. Bien. Alors, que représentent ces applications? Déjà, en dimension 1, c'est quelque chose de très simple, c'est simplement les géodésiques de la variété. Ce sont simplement des géodésiques, et donc sont des applications parfaitement lisses. Bon. Donc, du point de vue géométrique, elles ont encore un intérêt en dimension 2, dans le sens où l'image du domaine par l'application U se trouve être une surface minimale branchée de la variété. Et donc pour pouvoir décrire en termes de surface, alors quand je dis surface minimale branchée, c'est-à-dire que c'est simplement une immersion, elle peut se recouper. Et l'application U est régulière, donc on peut bien décrire la surface. Et la régularité, en fait, est un problème assez compliqué, donc c'est un résultat qui est dû à Frédéric Hellin. Donc en dimension supérieure ou égale à 3,
Donc les gens sont intéressés à ce système pour des problèmes qui arrivent en physique, par exemple dans la physique des cristaux liquides, hein, où en fait on regarde des champs de directeurs, dans le cas où la variété est égale à S2, si on est dans un domaine de dimension 3, par exemple. Et donc les gens sont beaucoup intéressés à la question de la régularité, donc en dimension supérieure ou égale à 3, donc sachant déjà ce qui se passe en 1 et 2. Et en fait, si je reviens sur l'équation, permettez-moi de revenir une seconde en arrière, vous voyez qu'ici, dans le cas par exemple de la sphère, vous avez un second membre qui n'est pas mieux que, a priori, pas mieux que L1. D'accord ? Et c'est juste le cas critique de la théorie elliptique LP qui ne vous permet pas de conclure. Donc, il se trouve, donc en dimension 2, ce qui a permis d'obtenir le caractère C infini, c'est qu'en fait, on est un petit peu mieux que L1, on est dans l'espace de Hardy, et donc on peut faire des choses. Et donc, il y a vraiment une importance de la structure. Donc, il y a une structure de type diff-curl derrière qui joue un rôle crucial. Mais en dimension au moins 3, ben, en fait, tout tombe par terre, et en fait, il n'y a pas de régularité pour les applications faibles. Et ça, c'est un résultat qui est dû à Tristan Rivière, qui a montré qu'il existait une application de la boule de R3, valeur dans S2, qui était faiblement harmonique et discontinue partout. Donc, QI. Donc, si on veut espérer, disons, de la régularité, ou plutôt de la régularité partielle, il faut demander plus de choses sur les solutions. Donc, une première demande, c'est par exemple, de demander à ce que l'application soit minimisante. Et ça, c'est la théorie de Schoene-Uhlenbeck. Donc, qu'est-ce que j'entends par minimisant? C'est dire que l'énergie de U est plus petite que l'énergie de n'importe quel compétiteur à valeur dans la variété, hein, sous la condition que le support soit inclus dans oméga. C'est-à-dire que je demande à ce que U soit minimisante par rapport à sa propre donnée au bord. Donc, dans cette situation-là, Schoene et Uhlenbeck ont montré que l'application était régulière en dehors d'un ensemble fermé S qui n'est pas trop gros. Et pas trop gros, ici, ça veut dire que sa dimension de Hausdorff est inférieure ou égale à n-3. Et en dimension 3, c'est même un peu plus précis, c'est juste un nombre fini de points localement. Donc on peut avoir vraiment des singularités ponctuelles en dimension 3, et en termes de physique des cristaux liquides, les singularités sont vraiment observées. Donc ce sont des choses qui existent, c'est normal. Donc une deuxième type de demande pour espérer de la régularité, qui est un peu plus faible, même beaucoup plus faible que d'être minimisant, c'est d'être stationnaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être stationnaire? C'est simplement que vous êtes également point critique par rapport aux déformations du domaine. C'est-à-dire que vous allez vous donner un champ de vecteurs, c'est infini à support compact, ici j'oublie le compact, ici de oméga à valeur dans Rn. Vous allez construire son flot intégral pour déformer le domaine, c'est-à-dire vous regardez des déformations du type U rond phi t, d'accord, et vous demandez à ce que la dérivée en t égale 0 de l'énergie le long de ces déformations soit égale à 0. Donc, dans ce cadre-là, le premier résultat est dû à Evans dans le cas des sphères, puis à Fabrice Bethuel dans le cas général. Ils ont montré que U était régulier, toujours en dehors d'un ensemble petit, mais ici, la petite s est un peu plus faible. On sait juste que la mesure n-2 dimensionnelle de S est nulle. Bien. Donc, c'est ce que je voulais vous dire donc, sur ce qui se passe sur les applications harmoniques. Donc, pour maintenant, introduire ce qui a été baptisé les applications harmoniques fractionnaires, hein, qui consiste à regarder un autre type d'énergie, donc énergie de type fractionnaire, qui est le suivant. Donc, je vais me donner un paramètre S entre 0 et 1, qui va être le paramètre fractionnaire. Et donc, il faut que je vous définisse une énergie de Dirichlet dans le domaine oméga. Je vais la définir de la façon suivante. Donc, c'est une énergie qui est définie pour maintenant des applications qui vont aller de Rn tout entier à valeur dans Rd. Et l'énergie fractionnaire d'ordre S dans le domaine oméga est définie de la façon suivante. Donc ici, il y a des constantes qui ont une importance, mais n'y prêtez pas attention pour le moment. Et vous voyez, c'est comme une semi-norme HS au carré, sauf que je retire la contribution sur ce qui se passe à l'extérieur du domaine. Okay. Donc d'où vient
cette énergie, c'est simplement en fait, la forme de Dirichlet dans l'ouvert oméga associée au Laplacien fractionnaire, Laplacien S, hein, ou si je le dis autrement, si vous supposez, disons que U est régulière à support compact, par exemple, lorsque vous faites la dérivée de l'énergie de U le long d'une direction phi, donc prenez la dérivée en t égale 0, vous obtenez exactement le Laplacien fractionnaire de U contre phi, et qu'est-ce que j'appelle ici Laplacien fractionnaire? Donc c'est l'opérateur intégro-différentiel, ici donc défini de la façon suivante, où ici j'indique par PV que c'est une intégrale qui est prise au sens des valeurs principales, et cet opérateur, si vous le regardez en Fourier, c'est exactement le multiplicateur de pi mod xi à la puissance s. D'accord? Donc c'est dans ce sens-là où on appelle Laplacien fractionnaire. Donc ça, ce serait une version forte hein, de cette dérivée. Vous avez la version faible hein, pour écrire, quand on va vouloir écrire des solutions faibles. Vous voyez ici que vous avez une forme quadratique. Hein, vous regardez la forme bilinéaire qui va agir U contre phi, qui vous donne la formulation faible. Bien. Donc, les applications harmoniques fractionnaires dans oméga, je peux les définir de la façon suivante. Je vais regarder les applications U qui vont de Rn à valeur dans ma variété n, et je vais dire qu'elles sont faiblement S harmoniques dans oméga si on est point critique sous contrainte d'être à valeur dans n de l'énergie de Dirichlet fractionnaire. Donc encore une fois, je déforme de la façon suivante. Je fais U plus T phi pour phi, c'est infini à support compact, et je reprojette sur la variété. Bien. Donc il y a une équation de Euler-Lagrange encore qui est associée, bien sûr, dans oméga, qui vous dit que le Laplacien fractionnaire de U est orthogonal au plan tangent à la variété en U. C'est pas surprenant. Et donc on peut calculer le multiplicateur de Lagrange. Donc, dans le cas d'une variété, c'est assez moche, donc je l'ai pas, une variété quelconque, je ne l'ai pas écrit. Dans le cas d'une sphère, c'est beaucoup plus joli. Et vous obtenez que le Laplacien S de U est donné par, donc vous avez un terme de source qui est U fois le multiplicateur de Lagrange, hein, qui ressemble furieusement à un gradient non local. Hein. Mais U n'est définie que sur oméga Non, elle est définie partout. Mais je demande à ce que l'équation soit vérifiée dans oméga. Justement parce qu'il faut, pour pouvoir définir cet objet, c'est défini partout. Donc c'est dans les problèmes de type Laplacien fractionnaire comme je le définis, vous voyez ici, c'est plus une condition au bord que je donne, mais c'est une condition extérieure, hein, qui est même cohérent quand on interprète donc, les équations en termes donc le Laplacien en termes de générateur infinitésimal d'un processus à saut. C'est un truc très classique. Donc les questions auxquelles je me suis intéressé, c'est est-ce que dans ces objets-là, hein, qui paraissent un petit peu farfelus, hein, on pourrait s'amuser dans plein de sens possibles, est-ce qu'elles ont un sens géométrique, en fait? Est-ce qu'elles représentent des choses? Et aussi et surtout des questions de régularité. Donc je vais traiter deux cas. Donc le cas S égale 1,5, où donc en termes de régularité, on connaît les choses de façon assez précise. Et donc ces applications, elles se trouvent être reliées à une notion de surface minimale, à un type de surface minimale qu'on appelle les surfaces minimales à bord libre. Bien. Et dans le cas, l'autre cas que je vais traiter, qui est dans le cas où S est entre 0 et 1,5, on a quelques résultats de régularité que je vais vous présenter. Et il y a une relation en fait, intéressante avec une notion de surface minimale qui a été introduite il y a quelques années par Louis Schiafarelli, Jean-Michel Roquejoffre et Guillaume Savine, qui ont baptisé les surfaces minimales non locales. Bien. Donc, je commence par les applications 1,5 harmoniques. Donc ici, je traite du cas S égale 1,5. D'accord? Et donc, je regarde une application U de Rn dans la variété n, que je suppose être faiblement harmonique dans oméga.
Donc en termes de régularité, la dimension 1 est particulière, c'est la dimension critique, un petit peu comme la dimension 2 pour les applications harmoniques. Et il se trouve que donc les applications à demi-harmonique sont régulières, et c'est un résultat essentiellement dû à Francesca D'Alio et Tristan Rivière, en fait, bon, qui ont fait le cas dans oméga égale tout R, mais ça n'a pas trop d'importance. Et encore une fois, ils ont, dans ce cas-là, su réécrire l'équation de façon subtile pour voir des compensations et voir en fait que le terme source est encore dans un certain espace de Hardy, etc. Bon. Donc nous, on s'est intéressé à la dimension donc quelconque. Donc ça, c'est un travail en collaboration avec Yannick Cyr. Et donc ça a été aussi traité par Roger Moser pour des conditions extérieures différentes. Et en fait, la façon dont on a vu les choses, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait reformuler le problème des 1/2 harmoniques comme un problème d'application harmonique classique, mais à frontière libre. D'accord? Et donc, dans le cas de la dimension, disons, au plus 2, donc si on est juste faiblement harmonique, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de régularité, donc on demande des hypothèses. Donc, comme tout à l'heure, on demande, disons, dans un premier cas, le plus fort, ce serait de demander que l'application soit minimisante, c'est-à-dire que l'énergie de U dans oméga soit plus petite que l'énergie de tout compétiteur V, tel que le support de la différence est bien inclus dans oméga. Et là, on peut montrer qu'on est régulier en dehors d'un ensemble exceptionnel S, qui n'est pas trop gros, et ici, c'est la dimension de Hausdorff au plus n-2, et en dimension 2, cet ensemble est juste un nombre fini de points localement. Donc ça vient donc justement de cette reformulation en termes d'application harmonique à frontière libre, et ce type de résultat, pour les applications harmoniques à frontière libre, était dû à Bob Hart, Frank Wallin d'un côté, pour des travaux en fait, qui ont été simultanés, et Frank Dusard et Klaus Steffen donc de l'autre. Donc l'autre type d'hypothèse supplémentaire, comme tout à l'heure, c'est demander à ce que U soit stationnaire. Donc encore une fois, c'est point critique par rapport aux déformations du domaine, hein, c'est-à-dire que je me fixe des champs de vecteurs quelconques, je construis le flow et je déforme mon application de cette façon-là. Donc dans ce cadre-là, on a encore de la régularité partielle, on est régulier en dehors d'un ensemble petit, et ici, petit, c'est mesure de Hausdorff n-1 dimensionnelle égale à 0. Donc en termes d'application harmonique à frontière libre, ce type de résultat est dû à Christophe Chevel. Alors, comment est-ce qu'on a reformulé le problème des applications 1/2 harmoniques en termes d'application harmonique à frontière libre? En fait, l'idée est très simple, c'est simplement, il suffit de regarder l'extension harmonique de l'application en une dimension supérieure, donc dans le demi-espace, c'est-à-dire que vous allez regarder la convolution de votre application par le noyau de Poisson. Hein, donc ici, je vous ai du demi-espace, ici, je vous ai donné la formule. Donc votre extension, au bord du demi-espace, elle vaut votre application U, qui a la valeur dans n, et vous savez que vous pouvez réaliser le Laplacien 1/2 comme l'opérateur Dirichlet-Hahnemann. Donc ici, vous avez la dérivée normale de votre extension sur le bord qui est exactement le Laplacien 1/2 de U, et donc c'est orthogonal au plan tangent en U à la variété n. Et donc cette extension, qu'est-ce qu'elle vérifie? Elle vérifie qu'elle est harmonique dans le demi-espace, au bord et à la valeur dans la variété, et la dérivée normale au bord est orthogonale au plan tangent. Hein. Ici, dans la partie du bord qui consiste à prendre oméga croix 0. Et ça, cette équation rentre exactement dans le cadre des applications harmoniques à frontière libre. Donc nous, ce qu'on a réalisé, en fait, c'était que dire que l'application U était minimisante dans oméga, c'était complètement équivalent à dire que son extension minimisait l'énergie de Dirichlet, hein, disons par exemple dans des demi-boules, hein, bon, en fait, il faut être un peu plus précis que ça, mais minimisante jusqu'au bord. Donc on a le droit de faire varier jusqu'au bord, mais la partie du bord de oméga croix 0. Hein.
Donc ici, vous avez exactement le critère de minimalité. On est plus petit que n'importe quel compétiteur, tel que le support est inclus dans type une demi-boule, mais j'ai le droit d'arriver jusqu'à la partie plate pour peu que la partie plate de la demi-boule soit dans oméga croix 0. Bien. Donc ça, c'est pour la minimalité. Donc la minimalité de l'une ou de l'autre est complètement équivalent. Très bien. Et pour la stationnarité, en fait, c'est exactement la même chose. Votre application à demi-harmonique, elle est stationnaire si et seulement si son extension est stationnaire pour l'énergie de Dirichlet, mais encore une fois jusqu'au bord. C'est-à-dire que vous allez faire des déformations de domaine, ici, où vous allez regarder des champs de vecteurs qui sont définis sur la boule, mais vous ne voulez pas mélanger la partie plate, donc vous allez demander à ce que la partie normale sur la partie plate de la boule soit nulle, pour bien garder la demi-boule dans la demi-boule. Bien. Donc, alors, en quoi est-ce que ces applications sont liées à une notion de surface minimale à frontière libre? C'est la chose suivante. Donc, ça se passe en dimension 1. Et donc, je vais regarder une application U qui va aller de R dans N, que je suppose être un demi-harmonique, mais entière, c'est-à-dire sur tout R, et d'énergie finie. Donc en fait, ça c'est un résultat qu'on a obtenu de façon simultanée avec Yannick Cyr. Il y avait aussi donc Berliand, Mironescu, Ribalco, Sandier d'un côté, et Francesca Daglio et Tristan Rivière de l'autre. Et ce qu'on a vu, c'était que si on est une demi-harmonique entière, forcément son extension est conforme ou anticonforme. C'est-à-dire que vous allez vérifier deux équations en plus. Ici, c'est qu'à l'intérieur, les dérivées partielles ont même module et sont orthogonales. Bien. Et donc, si on regarde ça, donc votre extension, elle envoie le bord du demi-espace dans la variété, et la dérivée normale est orthogonale au plan tangent. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image du demi-plan par votre application étendue est encore une fois une surface minimale branchée de type disque, parce que le demi-plan, c'est conformément équivalent au disque. Donc, surface dont le bord est contenu dans la variété et qui rencontre la variété de façon orthogonale. Et qui est en fait un problème hyper classique de surface minimale. Bien. Donc, cette chose-là, ça a plusieurs conséquences, qui dit qu'en fait, il n'y en a pas trop d'applications en demi-harmonique entières. Donc, encore une fois, je suis en dimension 1, je regarde des applications de R à valeur dans N, d'énergie finie. Alors, dans le cas où la variété N est simplement le cercle, en fait, toutes les applications sont classifiées. C'est-à-dire que soit votre application ou sa conjuguée complexe, ici je vois S1 comme une partie de C, s'écrit de la forme suivante. Donc c'est un produit de fonctions holomorphes ici, parce que vous n'avez pas de pôle, dans le demi-plan supérieur. Donc D, c'est un nombre donc c'est le nombre de produits que vous avez. Éventuellement, il n'y en a aucun, en quel cas c'est constant. AK, c'est des points sur la ligne. Vous avez des facteurs de dilatation ici, lambda K, et éventuellement vous multipliez par une phase, vous tournez peut-être. Donc si vous réécrivez cette chose-là en termes d'application du disque dans le disque, ça c'est un nom, c'est simplement des produits finis de Blaschke. Okay, donc c'est des applications très connues. Donc une conséquence de cette formule encore, c'est que l'énergie sur toute la ligne des demi-harmoniques est quantisée. C'est-à-dire que leur énergie, c'est pi fois le nombre de produits que vous avez ici, qui, encore une fois, qu'on peut réécrire aussi comme le degré de l'application, si je vois R comme S1, de S1 dans S1. Donc ça a une autre conséquence aussi, c'est dire que les applications à demi-harmonique, chaque application à demi-harmonique est en fait minimisante dans sa propre classe d'homotopie, qui est une chose pour les applications harmoniques de S2 dans S2, les applications harmoniques classiques, et a lieu également. Bien. Donc, dans le cas où n est une sphère, par contre, de dimension quelconque, il se passe quelque chose d'assez rigolo aussi. Donc, en fait, il y a un résultat récent de Fraser et Schoen
qui est en fait un résultat classique dans le cas D égale 3 des années 80 du Hanitsch sur les surfaces minimales à bord libre dans la sphère, qui vous dit que si vous avez une immersion minimale branchée à bord libre, l'image est simplement un disque plat qui passe par l'origine. Vous êtes complètement rigide. Et donc ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'image de la ligne par une application à demi-harmonique est juste un cercle équatorial dans la sphère. Et donc on est de retour sur le cas précédent, et donc elles sont toutes classifiées. Bien. Et donc ça, ce résultat, donc ça nous a permis d'améliorer les résultats de régularité. Ça, c'est un travail avec mon étudiant Marc Pégon, dans le cas donc, où on est à valeur dans une sphère et minimisant. Donc j'ai commencé par le cas où on est une sphère de dimension au moins 2. Donc je regarde une application U de Rn dans la sphère SD-1 qui est minimisante dans l'ouvert oméga. Alors, elle est régulière partout. Elle est régulière partout en dimension 2. C'est-à-dire que ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'éventuellement, il y avait des points singuliers en dimension 2. Ici, il n'y en a pas. Et en dimension supérieure, il y a toujours un ensemble exceptionnel, mais il est plus petit. C'est-à-dire que sa dimension de Hausdorff est maintenant plus petite que n-3. Et en dimension 3, c'est éventuellement un nombre fini de points. Et c'est optimal. On peut construire des cas où, par des contraintes topologiques, on doit avoir des singularités. Donc, l'autre cas, je voudrais revenir dans le cas où on est à valeur dans S1, et le cas de la dimension 2, pour voir quel type de singularité on peut faire. Dans ce cas-là, donc, on a montré que x sur mod x, comme application donc, de R2 dans S1, est en fait une application minimisante, un demi-harmonique minimisante, sur tout R2, c'est-à-dire que c'est minimisant dans tout ouvert oméga, si vous voulez. Donc, il peut y avoir des singularités, vraiment, en dimension 2. Bien. Et on a montré également, de façon plus générale, que si on a une application à demi-harmonique minimisante dans oméga, donc là, le premier théorème que je vous avais donné, c'était qu'éventuellement, il y a des points singuliers, mais qui sont isolés. Et à ce moment-là, le degré de l'application autour de chaque singularité est soit plus 1, soit moins 1. Vous n'avez pas le choix. D'accord? Ça ne peut pas faire de choses plus compliquées. Et ça repose sur un autre résultat de symétrie. Donc, je m'excuse ici, il n'y a pas le mot translation. Je vais expliquer pourquoi j'ai mis ça. Mais à une transformation orthogonale près, cette application x sur mod x est en fait l'unique application zéro homogène minimisante, un demi-harmonique de R2 dans S1. Donc si je demande zéro homogène, bien sûr, il n'y a pas à mettre translation ici. Et pourquoi j'ai mis translation en fait, quand j'ai tapé mes slides? C'est donc en fait, on voudrait continuer un petit peu plus loin. Donc il y a de fortes raisons, et je pense que ce n'est pas très dur pour aller vers cette direction. C'est qu'en fait, x sur mod x, à translation et transformation orthogonale près, est l'unique minimiseur non trivial global, surtout R2. D'accord? Mais ça reposerait sur... donc ça demanderait une information supplémentaire dans ce cas-là qu'on ne sait pas. Donc ici, je vous dis, le degré est soit plus 1, soit moins 1. Et quand je vous dis que les applications zéro homogènes, ici, il n'y a que x sur mod x, ça fait penser que U, en gros, près d'une singularité, se comporte comme x sur mod x. En fait, ça, on peut montrer que si vous faites une expansion homothétique, disons un éclatement d'une demi-harmonique près d'un point singulier, vous allez converger à sous-suite près vers, disons, une transformation orthogonale fois x sur mod x. Mais la transformation orthogonale pourrait dépendre de la sous-suite qu'on a extraite. D'accord? Donc, dans le cas des applications harmoniques classiques, le problème d'avoir peut-être des isométries différentes suivant les sous-suites que vous choisissez pour faire votre blow-up a été traité par Leon Simon en utilisant l'inégalité de Loyasevic. Donc, dans un cadre de dimension infinie, il a réussi à montrer que non, vous avez unicité du blow-up à la limite. Donc ici, c'est peut-être une question intéressante, si on veut comprendre un petit peu les choses, savoir est-ce qu'il y a unicité du blow-up, et ce genre de choses pourrait permettre de montrer que x sur mod x est en fait l'unique minimiseur à translation et transformation orthogonale près.
sans la condition d'être zéro homogène. Bien. Donc juste, je vais vous donner quelques ingrédients parce que c'est assez rigolo pour montrer que si on a des sphères de dimension au moins 2, en dimension 2, il n'y a pas de point singulier. Hein. Pour passer après sur l'énoncé en dimension supérieure, c'est juste l'argument de réduction de dimension de Federer. Et donc le point, c'est d'exclure des applications zéro homogènes minimisantes qui ne soient pas triviales. Okay. Et donc le point est le suivant. Donc, vous donnez une application zéro homogène, un demi-harmonique de R2 dans SD-1. Puisqu'elle est zéro homogène, il faut l'écrire sous la forme G de X sur mod X. Bon. Il se trouve que ce G ici, ça doit être une application un demi-harmonique de S1 à valeur dans la sphère. Hein. Donc, je n'ai pas défini ce que c'était un demi-harmonique sur S1, mais disons que S1, c'est conformément la même chose que R. Hein. Donc c'est le même. Bien. Donc ce que je vous y disais donc tout à l'heure, c'est qu'il y avait une rigidité hein, pour ces applications un demi-harmonique qui vous dit que l'image par une demi-harmonique de S1 dans la sphère est en fait un cercle équatorial. Donc disons par exemple le cercle suivant les deux premières coordonnées. Et donc ce qu'on fait pour exclure des applications non triviales, hein, donc ici on aurait l'image, c'est qu'on les pousse vers le haut. Donc imaginez l'énergie, en gros, c'est l'air du disque qui est là. Ben, si je le pousse un peu vers le haut, ben, vous allez diminuer l'air. Donc on ne peut pas être minimiseur. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites ben, c'est exactement ce que j'ai écrit. Vous allez pousser votre application dans une direction orthogonale, par exemple la dernière composante, ED, que vous multipliez par une fonction donc scalaire que vous allez supposer radiale. Donc ici, il faut normaliser pour être à valeur dans la sphère. Et donc par minimalité, la dérivée seconde le long de ces déformations doit être positive ou nulle. Bon. Et lorsque vous écrivez cette condition sur la variation seconde, sur quoi vous tombez donc en utilisant l'équation, vous obtenez une quantité qui doit être positive, et cette quantité, c'est donc la semi-norme h1,5 au carré de votre fonction test phi, moins un terme de type hardy, ici, multiplié par cette constante, et cette constante, c'est l'énergie de G sur le cercle. Et donc cette quantité doit être positive. Mais ça, les inégalités de Hardy, elles sont bien connues, et donc dans le cas ici, on est en dimension 2, etc. La constante optimale dans l'inégalité de Hardy est connue, je crois que ça a peut-être été trouvé par Herbst en premier. Et donc ici, ce nombre qui doit être ici doit être plus petit que la constante de Hardy. Et si vous regardez donc, la valeur de cette constante, vous devez avoir, comme on a quantisation de l'énergie, 4pi fois le d de quantisation de l'énergie doit être plus petit que la constante de Hardy. Vous regardez le seul d qui marche, c'est d égale 0, et donc votre application doit être constante, et donc l'application de départ était triviale. D'accord ? Et c'est l'argument. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est un argument qui est similaire à une preuve de Schoen et Uhlenbeck pour la régularité des applications harmoniques minimisantes de R3 dans S3. Et ici, en fait, ils utilisent un résultat de Fred Almgren qui vous dit qu'une application harmonique de S2 dans S3 est forcément équatoriale. Et donc, c'est exactement la même idée, c'était de pousser disons, vers le haut votre application pour obtenir une contradiction. Mais la différence ici, donc, entre les harmoniques classiques et les 1/2 harmoniques, vient que cet argument ici ne marche qu'en dimension, que pour les sphères de dimension 3. Donc la rigidité n'a pas lieu pour des sphères de dimension supérieure. Et en fait, il existe plein d'applications harmoniques de S2 dans S4, qui jouent le rôle de G que j'ai écrit ici. Donc toute une famille qui sont en fait linéairement pleines, c'est-à-dire que l'image génère tout R5. Donc c'est même une famille d'applications qui a motivé pas mal d'études en géométrie algébrique. Les gens sont pas mal intéressés à ces objets-là. Bien. Donc maintenant, je voudrais passer à un autre type d'application harmonique fractionnaire, ce que j'ai appelé les S harmoniques, pour S entre 0 et 1/2. Donc, je voudrais commencer par une chose un peu curieuse. Je voudrais regarder des S harmoniques à valeur dans une sphère un peu bête, qui est la sphère de dimension 0, qui
qui est simplement à valeur dans plus 1, moins 1. D'accord? Donc, si vous regardez une application de Rn à valeur dans plus 1, moins 1, ben, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui est de la forme fonction de caractéristique d'un ensemble E moins la caractéristique de son complémentaire. Bien. Donc, si vous écrivez ça dans l'énergie, ben, sur quoi vous tombez? Vous tombez, bon, il y a une constante qui sort fois une quantité qui dépend que de l'ensemble. Donc, une chose qui a été baptisée périmètre fractionnaire de l'ensemble E dans oméga. Et la quantité que vous avez, si vous l'écrivez en détail, c'est un truc un petit peu horrible, hein, donc vous allez intégrer le potentiel 1 sur x moins y à la puissance n plus 2s, suivant ces ensembles-là, vous regardez l'interaction de E dans oméga avec son complémentaire dans oméga, l'interaction de E dans oméga avec le complémentaire à l'extérieur, et E à l'extérieur contre le complémentaire dans le domaine. Bien. Donc ça, donc ce nom de périmètre S fractionnaire, ça a été introduit, ce que je disais tout à l'heure, par Luis Caffarelli, Jean-Michel Roquejoffre et Ovidiu Savine, et qui ont étudié des minimiseurs pour ce type de périmètre. Bien. Et donc, on peut se poser la question de régularité pour les S harmoniques à valeur dans S0, hein, juste pour illustrer les choses. Si vous regardez attentivement, si vous prenez n'importe quel ensemble d'énergie finie, hein, donc de périmètre S fini, la fonction caractéristique qui E moins qui E complémentaire est S harmonique dans oméga. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'en fait, vous n'avez pas de variation, parce que vous êtes à valeur dans plus 1, moins 1. Donc en fait, vous n'avez pas de possibilité de bouger, mais ça vérifie l'équation, hein, que je devrais peut-être réécrire, moins Laplacien S de U égale, donc il y avait la constante, en fait c'était la constante sur 2, mais c'est pas d'importance, U de X moins U de Y au carré sur X moins Y, N plus 2S dy fois U de X. Bon, donc c'est assez amusant, mais on sent déjà qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Bien. Donc on se dit, finalement, si on demande juste l'équation, il n'y a rien, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, à peu près. Donc si on demande de la minimalité, hein, donc en termes d'ensemble, ça revient à dire que le périmètre S d'un ensemble E va être plus petit que le périmètre S de tout compétiteur F, tel que la différence symétrique est inclue dans oméga. Donc ça, c'est ce qui a été étudié par Caffarelli, Roquejoffre et Savine, et qui sont baptisés, lorsqu'on est minimal, les surfaces minimales non locales. Donc là, le problème de régularité ne devient pas vraiment le problème de la fonction, parce qu'elle est localement constante. C'est plutôt un problème de frontière libre et un problème de régularité de la frontière. Donc là, ils ont montré que le bord de votre ensemble E, dans oméga, était régulier. Donc là, ici, c'est infini, en dehors d'un petit ensemble S, un fermé relatif du bord, qui est petit dans le sens où la dimension, où la mesure de Hausdorff n-3 dimensionnelle est nulle. En fait, c'est la dimension, excusez-moi, si je me suis trompé. La dimension de Hausdorff n-3 dimensionnelle est nulle, et en dimension 3, il n'y a que des points singuliers. Donc, ce qu'avait montré, en fait, de façon originale, Caffarelli, Roquejoffre et Savine, c'était que le bord était C1 alpha, et que la dimension de l'ensemble singulier était au plus n-2. Donc, le cas, pour passer d'n-2 à n-3, il fallait exclure des cônes singuliers en dimension 2, donc ça c'était un travail de Ovidiu Savine avec Enrico Valdinocci, et le passage de C1 alpha à C infini est dû à Barrios, Figali et Valdinocci. C'est en fait un truc assez pénible. Bien. Bon, donc ça c'était le cas minimisant, donc une des hypothèses, et l'autre qu'on peut faire, c'est demander à ce qu'on soit stationnaire, hein, donc à valeur dans S0. Donc là je me place dimension au moins 2. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire être stationnaire en termes de l'ensemble? Donc c'est ce qu'on a baptisé les surfaces minimales non locales stationnaires dans un travail en collaboration avec Yannick Cyr et Kelly Wang. Vous allez simplement dire que vous êtes point critique par rapport aux déformations du domaine. Hein. Donc la première variation interne du périmètre en E est égale à 0. Bien. Donc là, ce qu'on a obtenu comme type de régularité, donc on n'est pas encore au point le plus évolué comme ce qui est écrit ici,
on a pu montrer que le périmètre S' de E est fini pour tout S' entre 0 et 1,5. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous pensez à cette chose-là, c'est comme dire que la fonction caractéristique est dans HS' pour S' aussi proche d'un 1,5 qu'on veut. Alors, on ne peut pas atteindre 1,5, parce que les fonctions caractéristiques, elles ne sont jamais dans 1,5. Mais ça donne quand même une information intéressante, c'est-à-dire qu'on est en fait presque BV, c'est-à-dire que l'ensemble est presque de périmètre fini au sens de De Giorgi. Et on aurait exactement ça si on connaissait une borne de ce type, c'est-à-dire que le périmètre S' de E dans oméga soit contrôlé par une constante sur 1 moins 2S'. Parce que cette quantité-là, en fait, si elle est bornée, donc c'est issu de travaux de Bourgain, Brésis, Mironescu, Juan Davila, il y a Ambrosio aussi avec d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus. Ça, quand vous faites la limite S' tend vers 1,5, vous retombez sur le périmètre. Bien. Donc on a ici en fait une amélioration de régularité. Et on sait un petit peu plus, on sait en fait qu'il y a encore un ensemble exceptionnel dans le sens suivant, donc un fermé relatif du bord de E, qui est dimension petite, donc O plus n-2, tel qu'en dehors de cet ensemble exceptionnel, si vous êtes sur le bord et que vous faites une expansion du bord, donc un blow-up, tous les blow-up de E en un point X, qui n'est pas dans S, sont des hyperplans. Donc en fait, vous êtes plat. Mais le problème quand on fait des blow-up, donc c'est toujours la même procédure, on prend une suite pour écarter, on peut extraire une sous-suite, et la limite c'est forcément un hyperplan. Mais l'hyperplan qu'on obtient pourrait dépendre de la sous-suite. Mais juste un mot, donc pour montrer ce genre de choses, en fait, on a dû montrer un théorème de compacité pour ces applications, pour ces surfaces minimales non locales. Donc en fait, il s'agit juste des ensembles E. Donc c'est un théorème de compacité qui est un petit peu surprenant parce que dans le cas stationnaire, pour les applications harmoniques classiques, elles ne sont pas compactes. Et ici, on a de la compacité et c'est un phénomène qui est purement fractionnel. Bien. Donc maintenant, je vais passer au cadre des applications, donc vraiment à valeur dans une variété, donc des S harmoniques à valeur dans une variété n. Et donc, qu'est-ce qu'on sait de la régularité dans ce cas-là? Pour les applications faiblement S harmoniques, en fait, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de régularité du tout, c'est ce que je vous disais. Donc l'exemple, c'est lorsque vous prenez n qui est S1, une fonction U de la forme QE moins QE complémentaire, si vous voyez S1 comme le cercle dans le plan complexe, mais ça, c'est S harmonique dans l'ouvert oméga pour tout ensemble E d'énergie finie. Okay, donc en fait, on ne peut rien faire. Donc il faut demander plus. Bien. Donc après, on peut se demander ce qui pourrait se passer dans le cadre des stationnaires. Et là, le point, c'est qu'on ne peut pas espérer mieux que, disons, régulier en dehors d'un ensemble exceptionnel de taille au plus n-1. Encore une fois, il suffit de prendre l'exemple de la variété qui est juste S1. Encore une fois, la fonction QE moins QE complémentaire est en fait stationnaire dans oméga dès que E est, disons le bord de E, est une surface minimale non locale stationnaire. Okay, donc, on ne pourra pas faire mieux. Donc, ce qu'on a commencé à regarder avec Yannick Cyr et Yu, c'est le cas minimisant, donc des S harmoniques minimisantes en dimension 1. On va dire dimension. En fait, c'était pour regarder, donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est quand même intéressant. Ici, lorsque S est entre 0 et 1,5, la dimension 1 est déjà surcritique. Donc il peut y avoir des problèmes. Donc dans le cas donc dimension 1, variété générale à l'arrivée, on a montré que U était Hölder continu dans oméga en dehors d'un nombre localement fini de points pour une variété générale. Et dans le cas des sphères, en fait là on a mieux, c'est qu'on est Hölder continu partout. Bon. Alors après, là ici, on a fait que Hölder, on imagine que de Hölder ça bootstrap jusque c'est infini. Bon, on le fera plus tard, peut-être. On verra. Alors, juste quelques ingrédients
sur comment on a fait ça, je vais vous l'indiquer, parce qu'en fait, ça refait penser à tout ce genre de choses dont je vous ai parlé. Donc il y a une sorte d'idée générale qui revient tout le temps. Et donc, j'aurais commencé par vous montrer que dans le cas où on est une sphère, il ne peut pas y avoir de point singulier. Et donc, encore une fois, donc il faut exclure les singularités, et encore une fois, ça revient à montrer qu'il ne peut pas y avoir d'application minimisante, zéro homogène, qui ne soit pas triviale. Bien. Donc, là, ici, on est en dimension 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être zéro homogène? C'est que vous êtes de la forme une constante A fois la fonction caractéristique de R+, plus une constante B fois la fonction caractéristique de R-, où les constantes A et B sont dans la sphère, sont deux constantes différentes. Donc, quitte à tourner un peu les choses, je peux supposer qu'elles sont sur le même plan horizontal ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans quel cas, déjà, est-ce que ça, c'est point critique. Et ce que je vais regarder, c'est ce qui se passe quand on les pousse l'une vers l'autre. Okay, donc je les pousse un petit peu l'une vers l'autre en faisant une déformation de ce type-là. Je fais U0 plus TFI, U0 plus TFI, il manque un T ici. Donc disons, je regarde l'énergie dans un intervalle borné. Et phi, c'est ce vecteur-là fois R+, moins ce vecteur, plus ce vecteur-là fois R-, ce que j'ai écrit là. Donc quand vous regardez la première variation, sur quoi est-ce que vous tombez? C'est que forcément, le A et le B, ici, sont opposés. C'est-à-dire qu'ils sont forcément antipodaux. C'est-à-dire que finalement, encore une fois, on est dans la situation où l'image doit être équatoriale. Ce qui est assez surprenant. Et donc, maintenant, comme on est minimal, on a la condition que la seconde variation doit être positive ou nulle. Donc, je regarde le même type de variation, c'est-à-dire que maintenant, j'ai mes deux points ici. Et ce que je dis, si je les pousse vers le haut, en fait, elles se rapprochent, donc on se dit, en fait, c'est mieux de les pousser vers le haut, donc on ne va jamais être minimal. Donc si vous regardez la variation seconde, il faut mouiller un peu la chemise pour développer tous les termes, mais ça n'a rien de difficile, et vous trouvez quelque chose de négatif. Okay, et encore une fois, contradiction. Même principe. Okay, et donc c'est ça qu'on a trouvé intéressant, il y a une sorte de cadre général. Et juste dans le cas 1, juste pour vous indiquer en fait donc comment est-ce qu'on obtient la régularité Hölder. Donc la régularité Hölder, en fait, c'est un truc vraiment, disons, un programme classique. Il y a juste des difficultés techniques à traiter. Et les ingrédients principaux sont ici. Donc j'écris en dimension 1, mais en fait, on pourrait le faire en dimension supérieure. Donc le premier point, c'est encore avoir un principe d'extension. Bon, alors ça, on n'est pas super content sur ce genre de choses, pour tout ce que je vous ai écrit. Tout repose sur les extensions. Bon. Mais au moins, on peut dire des choses. On verra après dans des cadres, dans d'autres cas plus généraux. Donc l'extension qu'il faut faire ici, c'est un truc qui est assez populaire depuis quelque temps. C'est ce que les gens appellent l'extension de Caffarelli-Silvestre, qui ont introduit une notion de noyau de Poisson fractionnaire qui permet de réaliser le Laplacien S comme un opéraeur Dirichlet-Hahnemann, mais dégénéré. Donc je n'ai pas écrit la formule parce que ça n'a pas spécialement d'intérêt, mais l'idée c'est qu'on a encore un principe d'extension qui permet de réécrire le problème comme une équation locale, mais maintenant qui va être dégénéré. Donc ici on est dans le demi-plan, et vous avez un opérateur, vous voyez ici, qui est dégénéré près du bord parce que vous avez la composante verticale, la coordonnée verticale à la puissance 1 moins 2s. Donc ça dégénère quand on se rapproche du bord. Bon, vous avez la condition au bord, vous êtes égal à votre application de départ. Et donc le Laplacien fractionnaire se réécrit comme un Dirichlet-Hahnemann. Donc ici, vous avez une dérivée normale dégénérée. Ici, il faut prendre donc la limite quand x2 tend vers 0. Donc cette dérivée normale est orthogonale au plan tangent en la variété. Donc encore une fois, ce qu'on a montré, c'est de dire que être minimisant S harmonique, c'était équivalent à ce que l'extension soit minimisante pour une énergie à poids, où ici c'est comme l'énergie de Dirichlet, mais avec le poids distance au bord à la puissance 1 moins 2s, minimisant jusqu'au bord. Donc c'était encore le même genre de truc. Et ça permet d'obtenir un ingrédient essentiel dans tout ce type de problème, c'est une formule de monotonie.
Et la formule de monotonie est la suivante, c'est que si vous regardez l'énergie de Dirichlet à poids, dans une demi-boule centrée en un point du bord, vous divisez par 1 sur le rayon à la puissance 1 moins 2s, cette quantité-là est croissante. Et c'est vraiment le point, disons, un des points les plus importants. Et ce qui est important ici, c'est que même en dimension supérieure, ici, vous auriez R à la puissance n-2s, mais vous voyez que la puissance ici est toujours fractionnaire. Et c'est ça qui fait que, quand je vous ai parlé de compacité et qu'il y avait une chose un petit peu surprenante dans les stationnaires, que c'était un phénomène purement fractionnaire, c'est à cause de ça. Vous ne pouvez pas avoir de concentration à cause de cette chose-là. Donc, un autre ingrédient encore classique, pour montrer la continuité, c'est un premier théorème qu'on appelle souvent epsilon régularité, qui veut dire que si on est à énergie petite, alors on est régulier. Donc, si dans notre cadre, c'est dire qu'il y a une constante, epsilon 0, telle que si cette densité, normalisée ici, est plus petite que cette constante, en 2R, alors, dans la demi-boule de rayon R, vous êtes Hölder continu. Donc ça permet de dire qu'en fait, là où vous n'êtes pas continu, c'est l'ensemble où cette fonction-là est plus grande que epsilon 0. D'accord? Et donc après, pour compléter le tout, vous avez besoin d'un théorème de compacité pour dire qu'une suite d'applications minimisantes passe à la limite fort et que la limite est encore minimisante. Et ici, en fait, donc on pourrait penser pour les applications harmoniques, c'est un problème assez compliqué parce que vous ne fixez pas la condition au bord, ou ici, ce serait la condition extérieure. Donc il faut faire attention quand on recolle les choses. Et en fait, ça demande... donc c'est un problème technique, mais qui est vraiment très pénible dans le cas des applications harmoniques. Ici, dans le cas des S harmoniques avec S petit, en fait, c'est complètement trivial, parce qu'on peut sauter. C'est admissible. Donc ici, c'est une chose qui est très agréable. Donc c'est grâce à tout ça qu'on a obtenu le résultat. Donc l'idée que je voulais essayer de faire passer ici, c'est que au-delà disons un caractère un petit peu surfait des applications harmoniques, on retrouve quand même des principes généraux. Il y a des rigidités géométriques. On voit dans le cas des applications un demi-harmoniques, en fait, qu'elles ont une particularité. On a une classification complète. Elles viennent de problèmes qui existent. Et donc, dans notre programme, on essaye de continuer, de voir comment est-ce qu'on peut jouer avec ces applications et essayer de pouvoir traiter des problèmes géométriques plus classiques. Je vous remercie. Merci beaucoup.